Il est 19h50, bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Le désastre économique qui accourt dans les régions anglophones du Cameroun, illustré par un rapport du groupement interpatronal du Cameroun. Le document nous renseigne que plus de 7000 personnes ont perdu leur emploi du fait de la crise qui dure depuis 2 ans dans les régions anglophones du Cameroun. L'impact économique de cette guerre se répercute violemment sur notre pays. Cependant, l'archevêque de Douala estime que le problème est inhérent à un problème d'injustice et de malgouvernance dans notre pays. Et le sondage de la polémique, vous en avez certainement entendu parler depuis hier. Des résultats d'une enquête qui donne Paul Biya vainqueur de la présidentielle à plus de 80%. Ce sondage a provoqué une sorte de levée de bouclier dans les réseaux sociaux et même dans la presse nationale. Quelle crédibilité lui accorder? Les règles en matière de sondage d'opinion ont-ils été respectées? Nous poserons la question à un expert. Voilà pour le sommaire. En ouverture de ce journal, cet important communiqué qui nous vient de Suite FM Radio Vision qui informe ses nombreux téléauditeurs qu'une panne technique de forte ampleur est survenue sur ces installations et empêche toute émission de programme depuis quelques jours. Ces équipes sont à pied d'œuvre pour la rétablir. En présentant toutes ces excuses à ces téléauditeurs et partenaires, Suite FM Radio Vision tient à les rassurer que la situation reviendra bientôt à la normale avec un confort d'écoute optimal. C'est signé de la direction générale de Suite FM Radio Vision. Dans l'actualité ce soir, la crise anglophone est liée à un problème d'injustice et de malgouvernance. Ainsi parle Monseigneur Samuel Kleda, l'archevêque métropolitain de Douala. Revient également sur les causes de la mort de Monseigneur Dieudonné Borgmis, évêque des Eka, décédé le 25 août dernier. Le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun a également fait le tour de l'actualité nationale hier ici à Douala. Et c'était en compagnie de Lil Piedjou et Martin Luther Ndjimou. Monseigneur Dieudonné Borgmis a été retrouvé mort sur son lit à l'évêché des Eka le 25 août dernier. Face à cette autre disparition inattendue d'un prélat, Monseigneur Samuel Kleda se veut clair. Une autopsie a été faite pour ne pas maintenir un genre de suspense. Monseigneur est mort de mort naturelle. Au cours d'une conférence de presse donnée à Douala, l'archevêque métropolitain est revenu sur la crise anglophone. Samuel Kleda parle d'injustice et de problèmes de gouvernance. Je n'arrive pas à comprendre que nous ne puissions pas, ou le gouvernement ne puisse pas entreprendre un dialogue avec tout le monde pour se mettre d'accord pour une solution acceptée par tous. Pour ce qui est d'un candidat consensuel à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, seuls les candidats en course savent quelle est la bonne astuce pour s'installer à Itoudi. Pour le candidat de l'opposition, je pense qu'ils sont des experts, qu'ils connaissent très bien la politique. Ils savent très bien comment sont, n'est-ce pas, organisées les élections. Mais s'ils veulent gagner, mais c'est eux qui doivent apprécier. Pour terminer, le président de la conférence épiscopale nationale insiste sur le fait que les évêques ne sont pas contre les institutions. Au contraire, ils accompagnent les citoyens à construire leur pays en faisant le bon choix. Nous le disions en titre, le groupement interpatronal du Cameroun met en lumière ce qui s'apparente à une tragédie économique qui se joue dans les régions anglophones du Cameroun. Des chiffres d'une enquête publiée par le GICAM renseignent que plus de 6434 emplois sont perdus depuis le début de la crise. Des conséquences économiques néfastes qui impactent sur l'activité des entreprises au Cameroun. Nombre d'entre elles se retrouvent d'ailleurs en situation économique extrêmement difficile. Lil Piedjou a parcouru pour nous ce rapport qui met à nu les conséquences de l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sur l'économie camerounaise.
Plus de 2 ans que les structures économiques sont vandalisées, détruites par certains acteurs de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Conséquence immédiate, près de 8000 emplois du secteur formel menacés. 6434 emplois perdus sur les sites en arrêt de production des agro-industries. Un manque à gagner de plus de 43 milliards de francs CFA dans les industries agroalimentaires, plus de 12 milliards de francs CFA dans les télécommunications et plus de 5 milliards de recettes fiscales pour l'État au titre de l'impôt sur les sociétés. Des chiffres publiés par le JICAM après une évaluation des conséquences économiques de cette crise exprimée par un échantillon d'entreprises agroalimentaires, télécommunications et autres, choisis sur la base de leur représentativité et consultés au mois de juillet 2018. Selon le JICAM, les opérations Ghost Town. Les opérations Ville Morte ont des conséquences dramatiques sur les activités économiques et les revenus des ménages. Interruption du signal Internet. Décidée à la mi-janvier 2017, pour des impératifs sécuritaires, cette interruption qui a duré 3 mois avait lourdement handicapé l'activité dans plusieurs secteurs. Les attaques ciblées sur les structures économiques concourent à mettre à mal le tissu économique camerounais, car ayant un impact négatif sur le classement Doing Business. Face au contexte économique fragile, le JICAM propose entre autres un renforcement des mesures de sécurité, un soutien aux unités encore opérationnelles dans la zone anglophone. Et cette insécurité dans les régions anglophones du Cameroun est un frein à la compétitivité de l'économie de notre pays dont le rang, en termes d'amélioration du climat des affaires, n'est pas des plus reluisants sur le plan mondial. Et c'est pour tenter d'inverser cette tendance que les acteurs du secteur privé et du secteur public ont mené une réflexion ce jour à Douala. C'était à l'occasion des journées économiques de l'Observatoire africain des pratiques des affaires. Monique Naosi-Fosso et Thierry Nana pour les détails. Que pouvons-nous faire ensemble pour améliorer le climat des affaires au Cameroun? Sur ce thème, les opérateurs économiques et le secteur public mènent la réflexion autour d'une table ronde à Douala, à l'effet d'asseoir le leadership économique du Cameroun pour une croissance à 2 chiffres d'ici 2020. Depuis 2013, les choses se portent mieux au Cameroun selon l'agence de promotion des investissements. Dans les années passées, à peu près 2 ans pour sortir un dossier des tiroirs. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 15 jours, 1 mois. L'ouvrage du professeur Justine Difo-Tunkam, dédicacé à l'occasion de ces journées économiques, organisées par l'Observatoire africain de la pratique des affaires au Castel Hall de Douala, est une boussole pour l'éclosion économique du Cameroun. Il s'intitule « Doing Business in Africa », analyse des performances du Cameroun sur les 10 dernières années. Je ne me targue pas d'avoir la science infuse, loin de là. Mais à l'issue de cette étude Doing Business in Africa, analyse des performances du Cameroun sur les 10 dernières années, nous avons élaboré un label, le label Doing Business in Africa, qui est une méthodologie, vous l'avez compris, une méthodologie inclusive, parce qu'elle inclut tous les secteurs d'activité, elle inclut toutes les catégories sociales, y compris les start-up. Cet ouvrage a une valeur didactique. L'ouvrage permet aux décideurs eux-mêmes, l'ouvrage permet aux étudiants, l'ouvrage permet à la communauté scientifique, mais l'ouvrage permet surtout aux hommes d'affaires de comprendre quel est l'environnement actuel des affaires dans notre pays. Parmi les défis à relever figurent la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. L'actualité politique liée à la présidentielle juste après ceci. Il a fait la une des journaux, ce sondage de Innovative Solutions, une entreprise basée à Houston aux États-Unis qui présente Paul Biya comme vainqueur de la présidentielle avec plus de 80% des voix. Sa forte médiatisation a soulevé la polémique interpellant certains opposants qui dénoncent la relation incestueuse entre le responsable de la maison du sondage et un membre du gouvernement. Leur réaction avec Aimé Catherine Moukouri, Henri Tinda et Yvette Obélé. Un sujet qui a noirci la une d'une dizaine de tabloïds. Un sondage qui présente un homme, Paul Biya, vainqueur de la présidentielle du 7 octobre avec 80% des voix. Dans les quartiers généraux des partis,
Comme celui du SDF, l'enquête est totalement remise en question. Vous se conseillez à la Ciadoua. Dans ce quartier-là, vous dites que nous voulons savoir qui vous votez pour la présidentielle. Vous aurez un score différent et important. Et ça veut dire quoi que, hélas, dans un pays où il y a des centaines et des centaines de Niala, il n'y a aucune chance que Biya puisse avoir 80%. Sauf si vous pensez que Camerounais sont bêtes. Bon, je crois savoir que les Camerounais, quand même, ont intelligence. Ils votent en fonction de leurs intérêts et ils ne voteront pas contre leurs intérêts. D'un autre côté, le panel est déprécié par certains partis qui évoquent une connivence entre l'entreprise Innovative Solutions qui l'a produit et le pouvoir en place. Si on se réfère aux enquêtes menées par les journalistes que vous êtes, on va se rendre compte que cette entreprise, ce cabinet marketing qui se trouve à Houston aux États-Unis, effectivement, appartient aux frères d'un ponte du régime. On peut donc aisément comprendre que c'est un dessin caché. Depuis près de 4 mois, de nombreux sondages querellés occupent l'espace public, avec un écho plus ou moins comparable. Je vois ces publi-reportages, je les appelle publi-reportages dans les unes des journaux. Ces sondages sont des sondages commandés, ils ne sont pas les seuls, même l'opposition, vous voyez dans Facebook, a des sondages, chacun fait son sondage et puis voilà, on appelle ça la politique spectacle. D'ici le 7 octobre, d'autres sondages verront certainement le jour. Mais comme le disait un contemporain, sans eux, nous pouvons toujours nous donner le défi de deviner nos propres intentions. Et après cette vague de une présentant le résultat de ce sondage, ce matin, une autre vague déconstruisait la pertinence de ce panel de la structure américaine Innovative Solutions. À cet effet, Patrick Christian Dobois est allé à la rencontre d'un agrégé en sciences politiques avec qui il décrypte pour le 19h50 quelques contours, mais aussi la crédibilité qui accompagne la conception et la publication des résultats d'un sondage en période électorale. Alors que la polémique sur le récent sondage au sujet de l'élection présidentielle prochaine, réalisé par le cabinet américain Innovative Solutions, bat son plein, la question fondamentale de la crédibilité des sondages en général s'impose avec acuité. L'activité sondagère a un statut scientifique parfois ambigu du fait de la présence d'un certain nombre de biais liés à l'administration des questions, biais liés même au choix du type de questionnaire et bien lié à la représentativité en termes d'échantillonnage. Même si le sondage est loin d'être une science exacte, il impose tout de même une certaine coloration au comportement des acteurs du processus électoral, sensibles très souvent aux résultats de ces sondages. Il y a eu 2 paradigmes qui ont fondé l'activité sondagère. Le premier paradigme qu'on peut qualifier de bandwagon. La seconde option, dite paradigme underdog, fait ressortir l'hypothèse suivant laquelle le vote ou tout simplement l'annonce des résultats préélectoraux ont une valeur incitative. Le contexte sociopolitique camerounais, pris dans ses rapports avec les sondages politiques, dégage lui aussi une sensibilité bien perceptible à travers ses orientations en période électorale. La plasticité de ceci, parce que ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une vérité absolue, il va sans dire que ces résultats-là ont un impact sur la vie ou tout simplement sur la campagne politique en cours. Entre suivisme, contre-pied ou paradoxe, les sondages restent un élément influent du champ politique depuis 1936 aux États-Unis sous l'ère Roosevelt. Confirmera-t-il ou détruira-t-il les tendances le 7 octobre prochain? On ne perd rien à attendre. Just wait and see. Dans le processus électoral, le droit de vote est un exercice essentiel dans un pays démocratique, mais cependant, à qui revient le droit de voter? Comment voter même et dans quelles circonstances peut-on accomplir ce droit civique? Quelques éléments de réponse dans notre dossier pédagogique lié à la présidentielle 2018 dans cet élément signé Patrick Ngwanya et Henri Chinda. Le vote est un droit civique qui concerne tout citoyen camerounais en âge de voter et régulièrement inscrit sur une liste électorale. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le récépissé qui peut vous permettre effectivement de voter ou alors de retirer votre carte d'électeur parce qu'elle est comme à l'obligation d'amener les cartes non encore retirées
dans le bureau de vote le jour de l'élection. Donc l'électeur avec sa carte nationalité peut donc d'abord retirer avec son récépissé sa carte d'électeur et par la suite voter. Il peut cependant exister des citoyens privés de ce droit pour des raisons diverses. Tous ceux qui sont par exemple en prison ne pourront pas voter. Il y a ceux que la loi ne permet même pas déjà d'inscrire sur liste électorale. Par exemple, les malades mentaux. La loi ne leur permet même pas déjà de s'inscrire sur liste électorale. Donc toutes ces personnes-là n'ont pas la possibilité parce qu'elles ne peuvent pas valablement exprimer leur suffrage, même si elles ont l'âge requis d'être électeurs ou électrices. Les militaires ont la possibilité de voter dans leur lieu de casernement. Ce n'est pas forcément leur lieu de résidence, leur lieu de casernement, c'est-à-dire là où ils travaillent. À côté de ces questions liées aux droits civiques, il y a également celles liées aux exigences du bureau de vote. Comme à l'obligation de publier la liste des bureaux de vote. Devant chaque bureau de vote, il y a la liste avec la photo de l'électeur. En définitive, même si elle est un élément essentiel pour accomplir son droit civique de vote, la carte électorale ne saurait se substituer à la carte nationale d'identité. La suite de l'actualité ce soir, c'est en éducation après les dernières nominations au ministère des enseignements secondaires qui ont vu 13 proviseurs Sawa révoqués dans les lycées de Douala. Les chefs traditionnels Sawa, effectivement, à travers le bureau du Ngondo conduit par le sénateur Madiba Songé, ont dit leur colère dans un communiqué qui embrase la toile depuis quelques jours. Le bureau du Ngondo se dit révolté et exige la réintégration des fils du Vouri à la gestion des prestigieux établissements. Cette sortie a suscité un tollé, une pluie de réactions dans l'opinion qui voit la difficulté pour le Cameroun à promouvoir la compétence ou alors les compétences. Dans cet éditorial, Yvonne Katiken porte la voix de la rédaction qui pense qu'au royaume du réseautage, les compétences sont malheureusement diluées au Cameroun. C'est une nouvelle prise de position des autorités traditionnelles Sawa qui suscite encore de nombreuses réactions au sein de l'opinion. Surprise, émoi, indignation, difficile de trouver le mot juste pour qualifier cette sortie du bureau du Ngondo conduit par son président, le sénateur Madiba Songé. Le 14 septembre 2018, ils dévoilent leurs intentions dans un communiqué sur les récentes nominations au Minesec. 13 proviseurs Sawa ayant été révoqués. S'il peut être légitime de vouloir que leurs fils occupent des postes de responsabilité, poser le problème en termes ethniques ne serait-il pas une dérive dans une république? Tout comme la destruction du monument qui devrait abriter la stèle du leader nationaliste camerounais Oumniobé par le canton Bel, autant d'actes par lesquels les chefs Sawa rament à contre-courant du vivre ensemble. Le Ngondo s'inquiète contre la révocation de ses fils au poste de proviseur à Douala sans explication et seulement 2 ans après leur promotion par l'ex-ministre Ngalé Bihé. Une injustice selon cette communauté qui manifeste ouvertement un repli identitaire qui ne favorise pas ce vivre ensemble. Vivre ensemble dans un pays qui comporte plus de 200 tribus et langues ne signifierait-il pas s'éloigner des velléités tribales qui impliquent favoriser ses frères, ses sœurs, son village, son département, sans leur dénier de toute intelligence, où sont passées les valeurs de la méritocratie? Où est passée la promotion des compétences? Chaque village devrait-il réclamer dans ses lycées les proviseurs originaires du coin, un repli identitaire propre à chaque regroupement qui veut placer les siens, avec ou sans compétences, à la gestion des affaires de la République? Comme dans toutes les administrations au Cameroun, une fois aux affaires, il faut satisfaire les siens, remplacer automatiquement ceux qu'on trouve, même s'ils sont compétents. Dans leur frustration, ils évoquent la promotion des proviseurs originaires du sud-ouest à Douala. Ne serait-il pas de bon ton d'acclamer plutôt cette décision et remettre en cause plutôt ce communautarisme qui présente une circonstance aggravante au regard de la situation actuelle dans les régions anglophones? Dans tous les cas, la nomination des proviseurs est un domaine réservé à la discrétion ministérielle et chaque patron des enseignements secondaires arrive avec ses hommes de confiance, ses envies, ses pions qu'il place sans aucune procédure, installe et relève selon ses ressentis. C'est le règne du réseautage, des clans qui semble être institutionnalisé au Cameroun. Être un enseignant hors échelle n'est peut-être plus une condition d'obtention d'un poste de responsabilité. Hier, ils étaient heureux après leur nomination par l'ex-ministre Ngalé Bihé.
Aujourd'hui déchus par la nouvelle patronne du MINESEC qui place ces gens, ils en pleurent. Ont-ils simplement le droit de se plaindre? Dans tous les cas, c'est un simple jeu de chaises ministérielles qui va se poursuivre tant que nous serons dans un pays, dans une société où le pouvoir est le lobbying. Les compétences sont foulées au sol au profit des cercles mafieux. C'est une maladresse qui fait reculer le pays et engraisse les mécanismes de corruption qui accompagnent les signatures des textes de nomination et plombe ainsi le système éducatif et le Cameroun tout entier. Il est donc urgent de mettre en place des règles claires et précises pour toute nomination et des critères d'affectation bien définis et peut-être connus de tous, basés sur les compétences et l'expérience. Lutte contre la contrefaçon et les faux produits. Les journalistes ont été mis face à leurs responsabilités vis-à-vis des consommateurs. L'initiative de BRSE Stratégie vient tirer la sonnette d'alarme sur le rôle des entreprises et des hommes de médias sur l'importance de barrer la route à la contrefaçon et aux faux produits au Cameroun. Charles Robert Itok et Thierry Nana. Aller à la recherche de la bonne information, investiguer et apporter la vérité vraie, telle est l'une des responsabilités du journaliste face à la contrefaçon et aux faux produits auxquels sont exposés les multiples consommateurs dans notre société. Ça ne touche pas seulement à ce qui, disons, à la consommation. Non, mais c'est pratiquement tous les secteurs qui sont concernés dans le domaine de l'éducation. Vous entendez parler des faux produits, des faux diplômes, beaucoup plus. Et ça, c'est un phénomène réel. Dans le domaine de la santé, vous entendez parler du faux médicament. Il faudrait que le journaliste soit en mesure d'aller chercher l'information, la bonne information, d'investiguer de manière un peu plus profonde pour amener, pour détecter d'abord ce qui se passe. Comme les journalistes, la responsabilité sociétale des entreprises est aussi interpellée face à ce phénomène croissant de contrefaçon et de faux produits. La première, c'est de mettre sur pied, sur le marché, des produits qui répondent aux normes locales, mais également de groupes, puisque nous sommes une multinationale. Et c'est également d'accompagner les acteurs de notre chaîne de distribution ou alors les petits acteurs engagés dans les chantiers de construction à l'utilisation des matériaux de qualité, puisque au niveau, comme je l'ai rappelé dans mon exposé tout à l'heure, au niveau de la production du ciment au Cameroun, on a très peu, si ce n'est qu'on n'a pas du tout de contrefaçon. Mais pour ce qui est d'autres matériaux qui entrent dans la production ou dans la construction des bâtiments, Cimencam, à travers notamment l'Académie des bâtisseurs, et également son réseau d'affiliés Binastor, essaye de mettre sur le pied, sur le marché des produits qui répondent à des produits de marque. L'initiative mise sur pied par BRSE Stratégie, accompagnée de Médias Scoring, vient sensibiliser les hommes des médias sur le rôle qu'est le leur dans le respect des RSE pour un consommateur à l'abri des effets de surprise dus à la consommation, voire à l'utilisation des produits. Un mot sur ces décrets du président de la République signés ce jour qui nomme des ambassadeurs dans des représentations diplomatiques à travers le monde. Ainsi, Mohamed Sani Tanimou est le nouvel ambassadeur du Cameroun au Tchad. Ensuite, Albert Fotabon est fait haut commissaire du Cameroun en Grande-Bretagne. Edith Félicier Ondoa Teba est désormais ambassadrice du Cameroun au Gabon. Enfin, Tchatchouo est fait ambassadeur du Cameroun en Turquie. Et cette note, une seule note en sport pour sortir de ce journal. Les Lions indomptables qui sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi COSAFA. Ceci grâce à leur écrasante victoire cet après-midi sur le Lesotho. 6-0. Mambo Lambo Ngonomani, Guylaine Tchade plutôt, Catherine Bengono ont percé les filets de la gardienne de but Lozotane, permettant ainsi aux Verts rouge jaune de bénéficier du ballottage et de glaner la place de meilleur deuxième et s'accrocher
réservé aux 3 premières des groupes A, B et C. Et on ressort de ce journal par cet important communiqué qui nous est venu de Suite FM Radio Vision qui informe ses nombreux téléauditeurs qu'une panne technique de forte ampleur survenue sur ces installations empêche toute émission de programme depuis quelques jours. Ces équipes sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour la rétablir. En présentant toutes ses excuses à ses téléauditeurs et partenaires, Suite FM Radio Vision tient à les rassurer que la situation reviendra bientôt à la normale avec un confort d'écoute optimal. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information du 19h50. Toutes nos excuses, nous n'avons pas pu rallier Yaoundé à cause de quelques petits soucis techniques. Demain sera meilleur. Passez une belle soirée sur Canal 2 International. Je vous retrouve lorsqu'il sera 19h50 demain. Bonsoir.